Aujourd'hui, on va voir qui Qui contrôle et finance le dieu de l'information qu'est l'AFP. Vous êtes sur la chaîne du contrôleur fiscal. Qui Nous allons voir ensemble que l'avantage avec la politique, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher la merde pour marcher dedans. Et je vais vous le démontrer sur 2 courtes vidéos qui vont tourner autour de l'AFP et de la désinformation, 2 vidéos qui vont être parfaitement complémentaires, mais qui vont vous montrer tout ce qui ne va pas dès qu'on soulève le vernis des apparences et de l'autorité avec l'agence France Presse et avec toute cette lutte contre la désinformation financée par l'État français et par l'Union européenne. Sur ce générique, on se retrouve après. J'ai été mis en cause par le pédophile comme Ça va bien se passer, madame, vous allez voir. Calmez-vous, monsieur. Ça va bien se passer. Ah, c'est très drôle. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Col roulé, pas col roulé ou autre chose. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle a vraiment dit ça. Comme dirait Hulk. Alors, à présent, je suis sur la page d'accueil de l'AFP. Toutes les sources, toutes les pages utilisées dans cette vidéo, en principe, seront en description, ainsi que dans la prochaine vidéo qui va en suivre. Vous pourrez tout contrôler par vous-même. Dans l'hypothèse où j'aurais oublié une source, vous avez vous aussi Internet pour vous faire votre propre opinion. Je ne vous demande à aucun moment de me croire sur parole. J'invite toujours les gens à se renseigner par eux-mêmes sur ce fait. Je vous inviterai à aller voir par vous-même tout ce que je vous affirme, quand bien même ça serait pas à l'écran. Alors, l'AFP, c'est quoi? L'agence France Presse est l'agence la plus importante, en tout cas l'une des agences les plus importantes de France, et elle a été créée par une loi. Donc, je vous lirai quelques extraits de la loi qui sont le statut de base de l'agence, et nous allons voir en fait qu'elle ne respecte même pas son propre statut. L'agence France Presse est une agence gouvernementale, et je vais démontrer qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle n'est pas neutre, et qu'elle n'est que la courroie de transmission du pouvoir. Que ce pouvoir soit l'État français, comme le pouvoir supranational qu'est l'Union européenne, ajoute aussi ses pièces dans la machine. Et donc que, je spoil la vidéo, mais l'agence France Presse n'est que la courroie de transmission du pouvoir. Elle n'est pas là pour faire autre chose. À titre personnel, ce qui me dérange dans cette affaire, et je vais le montrer, c'est que l'on nous dit que c'est neutre et indépendant, ce n'est pas vrai. Que le pouvoir ait une agence de presse officielle, une chaîne de télévision officielle, pour exprimer son avis, c'est normal. Par contre là, qu'on vous dise que le bordel est neutre, alors qu'il est tout sauf neutre, il y a un vrai problème. Alors, on va commencer, je suis sur culture.gouv.fr, site officiel, la présentation de l'AFP, avec 2400 collaborateurs et 100 nationalités différentes, déployés dans 151 pays au travers de 201 bureaux, l'AFP fournit une information sur tout support, texte, photo, vidéo, infographie, audio. Elle est la seule agence mondiale qui produise une information originale et complète en langue française, avec une visée de raisonnement international qui nécessite de produire également dans les principales langues utilisées dans le monde. Français, anglais, allemand, espagnol, portugais et arabe. Ses clients sont les médias du monde entier, mais aussi les entreprises, les institutions et les plateformes numériques. Sa source principale de financement repose sur les abonnements de ses clients, et l'agence reçoit aussi un soutien public au titre de ses missions d'intérêt général. Alors, l'AFP, comment ça fonctionne? Je vais faire le résumé très simple. Elle produit des dépêches, et tous les journaux s'arrachent les dépêches, redisent la même chose, et le répètent en boucle, ce qui fait que la moitié des articles ou de ce que vous voyez dans les journaux, c'est des copier-coller de l'AFP. Et ça ne date pas d'hier. Là, j'ai pas de lien sous l'écran parce que ça me vient à l'esprit de mémoire, mais vous pouvez rechercher. Je vais donner un exemple concret. On vous dit que la mort de Coluche, il portait pas de casque, il roulait très vite, il s'est fait percuter dans un virage par un camion qu'il n'avait pas vu, qu'il y avait des témoins sur place et que le camion rentrait dans un camping. Bon, en fait, tout ça, là, qu'on a dit aux gens, que tout le monde a retenu, c'est faux. Il ne roulait pas à toute berzingue, mais il roulait à 60 km/h avec des amis à lui. Il n'a pas croisé de voiture, il n'y avait pas de témoins en dehors du chauffeur et de ses amis. Le camion ne tournait pas dans un camping, il tournait dans un terrain vague pour déposer des pierres. Et les pierres qu'il était censé déposer dans le terrain vague, en fait, il avait été commandé par la gendarmerie, le camion. C'est quand même bizarre, Et en plus, on dit que l'accident avait eu lieu dans un virage, c'était dans une ligne droite légèrement courbée. Et pourquoi toute la presse avait répété le jour de la mort de Coluche toutes ces conneries en 86 ?
C'est parce qu'il y avait une dépêche de l'AFP qui n'avait aucun témoin sur place, qui avait passé un coup de fil à la gendarmerie, et elle a répété bêtement ce qu'a dit le gendarme au téléphone. Gendarme qui n'a dit que des conneries, parce que le camion qui a percuté Coluche était commandé par la gendarmerie, bizarrement. Et après, on vient vous dire, c'est un accident. Donc, l'agence France Presse, c'est vraiment la version officielle qu'il va transmettre. Ça ne sert pas à autre chose. Donc, elle est de mission d'intérêt général au terme de la loi 5732 du 10 janvier 1957. Donc, elle est censée ne donner des informations complètes et objectives, ne pas tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information, ni passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. Donc, développer son action, parfaire son organisation, en vue de donner aux usagers français et étrangers de façon régulière et sans interruption une information exacte, impartiale et digne de confiance, et assurer le rayonnement mondial de la France. Alors pour le rayonnement mondial, je crois que ça a été saboté par Macron. Hein. Récemment, il est arrivé en Argentine, il sort de l'avion et il n'y a personne. Il y a une voiture avec 3 militaires autour pour faire la sécurité, mais il n'y a personne qui l'accueille. Il s'est retrouvé, voyant personne, il a été serré la main au bagagiste, au mec de la sécurité de l'aéroport. Puis il va devant la voiture, il fait un tour sur lui-même en vérifiant qu'il n'y a toujours personne avant de rentrer dans la bagnole avec Gigit. Niveau rayonnement français, l'AFP pourra faire ce qu'elle veut, hein, mais là, on est au plus bas. Si vous allez sur Légifrance, que vous allez chercher les textes de loi à l'origine de l'AFP. Donc, c'est un texte de loi encore en vigueur aujourd'hui, qui remonte à 57, hein, c'est ce qu'il disait, oui c'est ça, 57. Pour resituer, c'est juste avant, alors là c'est début 57, vu que c'est 10 janvier 57, le texte de loi, c'est peu avant que le général de Gaulle gagne les élections de 1958, fasse la 5ème République, justement de fin 58 et ne prenne ses fonctions début 59 à cause du bordel qu'est la France à cette époque, notamment la guerre d'Algérie. Donc l'agence France Presse, elle est créée à cette période-là, comme vous pouvez le lire par le président de la République, René Coty, parce qu'il a dû promulguer la loi, ministre d'État François Mitterrand. Ce n'est absolument pas anodin comme détail. François Mitterrand, qui était d'ailleurs un garde des Sceaux particulièrement pro-guillotine à cette époque. Quand on sait que les exécutions dans le cadre de la justice militaire algérienne, on n'exécutait pas plus de 5 personnes par jour, parce que sinon ça faisait trop de travail au bourreau, que René Coty surnommait ça une main, et qu'après c'est Mitterrand qui va venir face à Giscard pour dire qu'il faut abolir la peine de mort, niveau summum de l'hypocrisie, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Donc, l'article 1er, il est créé sous le nom de l'agence France Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile tout le temps de soin. Cet organisme a pour objet de chercher en tant en France qu'à l'étranger des éléments d'information complètes et objectives. De mettre contre paiement cette information à disposition des usagers. Voilà, donc la loi crée l'AFP et l'AFP doit vendre ses services. C'est une information importante à garder à l'esprit pour l'avenir. L'activité de l'agence France Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes. 1. L'agence France Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude et l'objectivité de l'information. Elle ne doit en aucune circonstance passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique. Deuxième alinéa, l'agence France Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance. Bon, je vous ai parlé du naufrage avec Coluche, hein, donc vous me permettrez d'en douter. Troisième alinéa, l'agence France Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial. Alors c'est beau, hein. C'est beau, c'est des obligations fondamentales, c'est beau, je pense qu'on devrait l'afficher sur toutes les mairies du pays, juste à côté de liberté, égalité, fraternité. On devrait limite mettre ça dans les DDHC, histoire de montrer à tout le monde que c'est tellement beau qu'on doit l'afficher sur tous les murs, mais que ça sera jamais appliqué. Et dans le but du respect de l'article 2 est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'agence France Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Et de quoi est composé le conseil supérieur? Je vais vous donner que 2-3 exemples de quoi il est composé, mais vous allez voir le problème. Le conseil supérieur est composé comme ce qui suit. Un membre du conseil d'État en activité élu par l'Assemblée générale du conseil d'État, président avec voix prépondérante. Alors, je vais très succinctement expliquer le système judiciaire français, parce que si vous ne connaissez pas ce que je vais vous dire, vous ne comprenez pas en quoi c'est important. Le système judiciaire français est organisé en 2 grandes branches. L'ordre judiciaire, où vous avez à peu près tous les types de droits, le droit du travail, le droit civil, le droit pénal,
pénal, le droit commercial. Ce sont des tribunaux de l'ordre judiciaire. Et vous avez un deuxième ordre qui est l'ordre administratif. Ça ne tombe sous la coupe que des tribunaux administratifs. Au-dessus des tribunaux administratifs, vous avez les cours d'appel administratives. Et au-dessus, vous avez le Conseil d'État, qui est une institution avec un double rôle. Elle a un rôle de conseiller d'État, donc elle aide les gouvernants, les députés à rédiger les lois. Et le Conseil d'État fait aussi l'équivalent de cour de cassation. Pourquoi c'est important? La justice étant basée sur le fait qu'on n'a pas confiance dans les décisions de justice elles-mêmes, la plupart des procédures, en règle générale, parce qu'il y a toujours des exceptions, des pièges, des lois partout, c'est une usine à gaz inutilisable dès que vous fouillez. Le fondement général, c'est que vous avez un litige, le litige se transforme en contentieux, vous le portez devant les tribunaux, ou vous êtes porté devant les tribunaux. Vous avez la première instance qui va juger que vous avez gagné, perdu. Vous pouvez ensuite faire appel, donc vous arrivez au second degré qui est l'appel, qui va rejuger les mêmes faits et donner un autre jugement, ou le même, ça peut confirmer, infirmer, etc. Des fois c'est gagnant, des fois c'est pas une bonne idée, mais dans tous les cas c'est assez aléatoire, hein. Il y a un aspect casino dans la justice. Et si l'appel ne vous plaît pas, vous pouvez monter en cassation, et la cassation c'est ce qu'il y a de plus technique, il ne juge pas les faits. Les faits ont été jugés 2 fois. Si on vous reproche d'avoir tué le chien du voisin, on a jugé 2 fois que vous avez les faits qui amènent à penser qu'on a tué le chien du voisin. La cassation va juger le procès, il va juger le respect de la procédure, et elle ne va non pas juger les faits. Donc, que le Conseil d'État sert de cassation, c'est quelque chose de très important. Sachant que la cassation, si la cassation dit « la vidéo qui vous montre en train de tuer le chien est illégale, donc il n'y a pas de preuve que vous avez tué le chien », ça peut complètement tout changer. Le Conseil d'État fait la cassation de l'ordre administratif. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec la justice, c'est que, en règle générale, charge de la preuve à celui qui saisit le tribunal. Donc, si vous accusez votre voisin d'avoir tué votre chien, pour garder le même exemple, vous devez saisir le tribunal, apporter la preuve, et le voisin a le droit de se défendre par le biais de son avocat. Pour la justice administrative, c'est l'inverse. L'administration a toujours raison de base, et si vous êtes contre l'administration, c'est vous qui devez prouver votre innocence, donc vous avez la charge est contre vous, vous avez une présomption de culpabilité en fait, hein, et vous devez prouver votre innocence en allant devant un tribunal administratif qui va le reconnaître, ce qui est absolument merveilleux. Et donc quand vous allez au plus haut degré, le Conseil d'État, alors c'est intéressant d'ailleurs parce que les magistrats, vous regardez, ils sont nommés par décret du président de la République, donc la justice est indépendante, mais elle est nommée par décret du président de la République. Est-ce que vous voyez le problème? Le Conseil d'État est présidé en droit par le Premier ministre. Mais sa présidence effective revient à son vice-président. 11 vice-présidents se sont succédés depuis 1944, ce qui témoigne de son extrême stabilité. Depuis le 5 janvier 2022, le vice-président du Conseil d'État est Didier Roland-Tabuteau, donc c'est un Kouchner boy, hein, quand vous regardez, qui est successeur à Bruno Lasserre. Bruno Lasserre, c'est lui qui va garantir la raison d'État pendant le Covid. Il recevra d'ailleurs, au même moment que Buzyn, la Légion d'honneur quand il quittera ses fonctions. Chose que personne n'a souligné. Vous avez tout un tas de fonctions dans le Conseil d'État, hein. Les 300 membres du Conseil d'État sont répartis en 5 catégories. Auditeur, maître des requêtes, conseiller d'État, président de section et vice-président du Conseil d'État. C'est des histoires de grades. Si j'ai bien compris, auditeur c'est le grade le plus bas, maître des requêtes c'est intermédiaire et conseiller d'État c'est le plus haut. Et après vous avez les présidents de section, donc tout ce qui va être direction et le vice-président. Les membres du Conseil n'ont pas le statut de magistrat, ils sont fonctionnaires. Bien que leur inamovibilité soit pas prévue par les textes, elle est garantie en pratique. L'indépendance du membre du Conseil d'État a été confirmée par l'article 12 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des droits et des obligations des fonctionnaires. Donc auditeurs du Conseil d'État sont nommés par arrêté du vice-président, les maîtres de requêtes sont nommés par décret du président de la République. C'est le président qui les nomme, mais ils sont indépendants. Donc c'est l'indépendance redevable. Est-ce que vous avez compris? Ils sont recrutés selon 3 voies d'accès, les voies réservées aux auditeurs ayant exercé 3 ans, les voies ouvertes aux personnes ayant exercé pendant au moins 4 ans les fonctions de maître des requêtes au service extraordinaire, en droit réservé aux membres des corps tribunaux administratifs. Les conseillers d'État sont nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres, toujours aussi indépendants. Ils sont principalement recrutés parmi les maîtres des requêtes ayant exercé 12 années et accompli leur mobilité statutaire. Vous pouvez aller lire le code de justice administrative. Le vice-président du Conseil d'État est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'État en service ordinaire. Tu vois, le président de section sont nommés par décret en Conseil des ministres sur la proposition des gardes des Sceaux et sont parmi les conseillers d'État en service ordinaire. Ces nominations favorisent l'égal accès aux femmes, des femmes et des hommes à la fonction de président de section. C'est génial. C'est-à-dire vous avez des gens qui du coup occupent la fonction suprême du judiciaire administratif, qui étant nommés par le gouvernement sont les chiens de garde du gouvernement,
gouvernement. Donc le gouvernement pouvant faire tout un tas de conneries, étant redevable, ils vont très peu gesticuler pour l'emmerder, même si bon, de temps en temps, il y a des arrêts qui le contredisent, mais leur fonction primaire n'est clairement pas de les contredire, mais... Alors ils sont obéissants, mais ils sont obéissants de façon mixte. C'est-à-dire avant on avait des hommes obéissants, ce qui posait problème, maintenant on a des hommes et des femmes obéissants de façon mixte. C'est plus mieux. Le féminisme a apporté tout un tas de choses qui ne règlent pas les problèmes communs et qui au contraire divisent pour mieux régner. Mais... c'est pas le sujet de la vidéo. Les conseillers d'État en service ordinaire sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Voilà les nominations prévues, hein, vice-président. Donc voilà, donc quand il y a des nominations de membres de Conseil d'État, bon, il y a le vice-président qui est déjà nommé, qui va émettre un avis. Organisation et fonctionnement, la présidence du Conseil d'État est assurée par le vice-président, l'Assemblée générale du Conseil d'État peut être présidée par le Premier ministre, en son absence par le garde des Sceaux. Bon, on sent l'indépendance. Le Conseil d'État étant composé d'une section de contentieux et d'une section administrative. Et donc après, on vous explique les conseillers extraordinaires, les conseillers ordinaires. Donc bon, c'est des textes de loi, hein, c'est barbant au possible. C'est d'ailleurs conçu dans ce but-là, hein. Mais grosso merdo, vous comprenez très bien que ces gens-là sont à la fois conseillers et juges. Ou quand ils n'ont pas les deux fonctions, bah, ils sont dans les mêmes locaux. Ce sont des gens à la botte du pouvoir qui rendent justice. Et donc vous avez, si vous reprenez le statut de l'AFP que je lisais il y a 2 minutes, un membre du Conseil d'État en activité élu par l'Assemblée Générale du Conseil d'État. Pour avoir un truc indépendant du gouvernement, on a une sous-assemblée contrôlée par le gouvernement qui fout un mec. Ça, c'est le premier membre obligatoire. Et tout ce que je vous dis, c'est même sur le site du Conseil d'État. Si vous allez voir Didier Rolland à Buteau, l'appellation vice-président est un lointain souvenir de l'époque où le Conseil d'État était effectivement présidé par le chef d'État ou par une autorité publique. Le vice-président préside également l'Assemblée du contentieux. Vous avez compris ? Donc la partie judiciaire est sous sa coupe. Fin. Formation des jugements la plus solennelle du Conseil d'État qui tranche les litiges les plus complexes et importants. Considéré comme le premier fonctionnaire de France, il est traditionnellement placé dans l'ordre protocolaire au premier rang des autorités civiles et militaires de l'État, après les membres de gouvernement, les présidents des assemblées parlementaires et le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est sous la coupe de ces mecs-là que le premier membre de l'AFP est nommé. Ensuite, vous avez magistrat en activité de la Cour de cassation élu par l'Assemblée générale de la dite Cour. Bon, je vais pas m'étaler autant que sur le Conseil d'État, mais décret du 23 juin 2022 portant nomination du premier président de la Cour de cassation, Monsieur Soulard Christophe, donc décret du président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour de cassation est nommé. Voilà, même combat, même problème, c'est juste pas le même ordre, donc je n'ai rien de plus à dire là-dessus. 2 parlementaires désignés, respectivement par la commission permanente chargée des affaires culturelles, l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors à la limite qu'on ait 2 parlementaires qui traînent pour veiller, ça peut être légitime. Néanmoins, quand on voit qu'on a que des gens qui obéissent au gouvernement et qu'on accède au siège du gouvernement en ayant les partis qui doivent, pour que les lois passent, obéir au gouvernement, sinon ça donne le bordel actuel. Comment dire que c'est pas anodin. Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour 5 ans, le mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou membre de la commission des finances. Il est mis fin de plein droit au mandat de tous les membres qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. Oui, donc si l'Assemblée est dissous, le député dégage. C'est aussi simple que ça. Lorsque le mandat d'un membre prend fin, pour quelque cause que ce soit, avant son terme normal, la durée de mandat de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du conseil. Et il y a le conseil d'administration, qui dirige l'entreprise. Il comprend en plus du président 5 représentants directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux, 2 représentants de sociétés nationales de programmes relevant du titre 3 machin, désignés dans des conditions fixées par un décret du Conseil d'État, 3 représentants du service public, usagers de l'agence désignés dans les mêmes conditions respectives par le ministre des Affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie. Pour résumer, dans un régime hyper présidentiel qu'est la France, on élit un président, on élit ses députés, même si bon, c'est le bordel maintenant. Ces députés lui obéissent et font les lois que le président demande, et vote pour les projets, il va envoyer ou font les propositions quand c'est pas lui qui met en avant pour que ça passe. Et donc ensuite, ce président nomme le gouvernement. Alors il nomme le Premier ministre qui nomme le gouvernement, mais bon, vu qu'il a moyen de révoquer le Premier ministre, s'il ne veut pas un mec dans les ministres, le Premier ministre est obligé d'obéir de facto. Il est pas indépendant, pareil. Le Premier ministre nomme ses ministres qui nomment les mecs qui vont contrôler l'agence France Presse. Vous croyez que ces gens-là vont critiquer les partis? Vous croyez que ces gens-là vont critiquer le pouvoir? C'est pas leur fonction. Qui en est 1 ou 2 représentants du pouvoir, avoir le droit d'exprimer un avis, pourquoi pas?
Mais vous avez que ça? Des représentants du pouvoir ou de la presse? Presse qui devient endogame au pouvoir. Donc, des représentants du personnel. Donc on retombe sur les syndicats. 5 personnalités nommées par le Conseil supérieur en raison de leur connaissance. Donc le Conseil supérieur, c'est ceux qu'on vient de voir juste avant. Et la durée des membres du mandat de l'administration est de 5 ans, renouvelable, etc. Et il peut être mis fin. Les ressources de l'agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients. Voilà, donc on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Et l'agence France-Presse a vraiment un statut spécial parce qu'elle ne peut être dissoute que par une loi. Donc maintenant qu'on vient de voir son statut, qu'on vient de le survoler et qu'on vient de voir qui est nommé dedans pour garantir qu'elle est neutre ou l'administrer, on va s'intéresser aux gens qui occupent les sièges. Maintenant, on va commencer dans l'ordre, on va commencer par le Conseil supérieur, qui est chargé de l'application de l'article 2 évoqué préalablement. Article 2 qui expliquait qu'il ne doit pas être sous contrôle politique. Ouais. Donc, on a Roselyne Noulou, conseillère d'État, Pauline Hutt, maîtresse des requêtes, Marx Brisson, donc c'est un sénateur républicain, le député qui arrive juste après, donc Bruno Bild, on est sur un sénateur FN, bon, très bien. Paul Chaumont, membre du Conseil supérieur, avocat général à la Cour de cassation. Article 5 du statut de la magistrature. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l'audience, leur parole est libre. Donc, si vous retournez là, lui, il obéit au ministre de la Justice. Alors, c'est plus Éric Dupond-Maserati, je sais plus qui l'a remplacé, là, j'ai bouffé le nom. Il fait moins les unes de presse, donc on en parle moins, mais il obéit au gouvernement. Directrice de la rédaction nationale de France Télévisions, donc média public. Ça, c'est le Conseil supérieur, qui est censé être indépendant. Maintenant, conseil d'administration. Alors on commence avec Fabrice Freiss, président directeur général de l'AFP. Alors c'est pas compliqué, Fabrice Freiss. À la sortie de l'ENA, Fabrice Freiss intègre la Cour des comptes comme auditeur avant de rejoindre en 1990 le cabinet du président de la Commission européenne, Jacques Delors. Bon, voilà, on a compris. La gauche mondialiste, qui a la responsabilité de notre désindustrialisation, qui nous a imposé cette UE que les gens ne veulent pas. Ils ont voté contre en 2005 et cela jusqu'à preuve du contraire. Qui nous ont sorti la désindexation des salaires sur l'inflation, ce qui est l'une des premières causes de notre ruine. Ces gens-là ont eu dans leur vallée Fabrice Freiss, qui a été du coup donc à la Commission européenne, donc c'est un européiste pur sucre, et donc après, il va être élu à la tête de l'AFP en 2018, contribuer à la croissance financière de l'AFP avec un plan de transformation qui met particulièrement l'accent sur les services vidéo et photos de l'agence. Par ailleurs, l'AFP a continué à diversifier ses revenus sous la direction de Fabrice Freiss avec son service de fact-checking leader mondial qui a connu une augmentation spectaculaire de la demande pendant la pandémie de Covid-19 avec la poussée de désinformation autour de la pandémie. Là, on va toucher le cœur du problème sous peu. Dès que j'ai fini avec l'AFP dans cette vidéo, je vous enjoindrai à voir la deuxième vidéo qui sortira en même temps où je vais vous parler du gang de la réinformation et de toutes leurs conneries. Parce que des mecs comme Julien Pain, qui sont des mecs absolument merveilleux, ne racontent que des conneries. Et ils l'assument. Là, on est déjà dans le cœur du réseau de la réinformation. Je viens vous montrer, et je suis encore en train de vous montrer que l'AFP n'est pas indépendante, mais maintenant on est au cœur de la réinformation. Donc si vous regardez bien là, donc Fabrice Freiss, on vient de voir son CV, européiste pur sucre dépendant du pouvoir. Louis Dreyfus, président directoire du groupe Le Monde, donc on dépend de Xavier Niels. Je rappelle que Xavier Niels a épousé Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault. On a directrice générale déléguée Le Parisien, qui dépend de Bernard Arnault. Le groupe Niel, qui est marié à la fille de Bernard Arnault, elle dépend du Parisien, donc qui dépend de Bernard Arnault. Et après, bon, vous avez La Montagne, vous avez Ouest France. Vous allez vite, vous voyez, faire le tour et retomber sur la même chose. Radio France, directeur de l'information. Vous avez le mec qui est foutu par le ministère. Par exemple, voilà, Marie-Christine Saragosse, membre du conseil d'administration, représentante des services publics nationaux de Radio France, directrice de France Média Monde, donc diplômée de Sciences Po, ancienne élève de l'ENA. Sauf erreur de ma part, si je me plante pas de mémoire, France Média Monde, la présidence, c'est nommé par l'ARCOM. Et comment sont nommés les gens de l'ARCOM, anciennement nommés CSA, qui décident de qui informe bien sur Internet, et surtout dans la télé, ou qui informe mal? Donc le collège de l'ARCOM, qui dirige cette institution, qui était anciennement nommé CSA. C'est des mandats de 6 ans, non renouvelables. Et comment sont nommés les 9 membres du collège? Le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République. Bon, premier mec qui dépend d'Emmanuel Macron. 3
membres désignés par le président de l'Assemblée nationale. Ça va dépendre de Yael Braun-Pivet. 3 membres désignés par le président du Sénat. Bon allez, il y a des mecs nommés par Gérard Larcher. Mais Gérard Larcher, c'est un mec d'un niveau anti-système. Triple sauce va nous sauver, c'est connu. Un membre désigné par le vice-président du Conseil d'État. Bon, qui obéit à Macron, et un membre désigné par la première présidente de la Cour de cassation. C'est encore des gens qui sont nommés par le président, dis donc. La nomination du président et des 8 conseillers et conseillères par 5 autorités distinctes est l'une des principales garanties de l'indépendance de l'instance. Eh ben voyons, comme dirait l'autre, ben voyons. Et là, pour en finir avec cette première partie qui contrôle l'AFP, et après on va voir qui finance, avant de finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous souligner un truc, Jean-Benoît Baillet. Alors ça, c'est pas du tout anodin comme information. Directeur général du groupe La Dépêche du Midi, qui est l'un des groupes, si ce n'est le plus important groupe de presse régional. Eh ben, j'aimerais vous passer un petit extrait, je vous en passe 2, de l'intervention de Mercadal. Pardon, j'ai dit Mercadal, c'est Mercadal. Une petite intervention de Pierre-Guillaume Mercadal, parce que le gonze, il est vraiment bien renseigné, tout ce qu'il dit, on peut le vérifier soi-même. Je vais vous passer 2-3 extraits de son interview qu'il a donné sur Livre Noir, qui est une excellente interview, comme celle qu'il avait donnée à Tabibian, où il donne beaucoup d'informations sur les bailés, qui sont les gens en fait auxquels il est confronté. Et là, on va voir l'influence dans la presse. Scandaleux, c'est resté lettre morte, il n'y a jamais eu un retour de la presse. Et après, j'ai pas mal de soutien, mais après, le problème, c'est que localement, j'ai beaucoup de soutien, même en dehors de mon village, de beaucoup de paysans, etc. Mais il faut que tu comprennes que tout le monde est terrorisé par Jean-Michel Baillet chez nous. Enfin, autour de lui, tu as eu des suicides dignes de l'affaire Clinton. Tu as un de ses bras droits qui a pris une balle dans la tête un jour en rentrant chez lui. Quelques années après, ils ont collé ça sur un toxico. Enfin, pareil, hein, les gens qui écoutent ce qu'on dit, ils n'ont pas à me croire. Ils prennent Google et leur ami, ils cherchent les articles sur cette affaire-là. Quelques années après, ils ont serré un toxico en disant qu'en fait, apparemment, il était en train de se droguer devant chez le mec et que quand le gars lui a demandé de partir, il aurait baissé le carreau, il lui aurait mis une balle dans la tête. Alors, on est un des départements les moins peuplés de France. Un mec défoncé qui met une balle dans la tête à quelqu'un qui s'enfuit avec sa voiture, si tu veux, tu l'attrapes en 2 heures. Hein. Voilà. Et d'autant que ce monsieur, en fait, l'histoire, c'est qu'il est rentré chez lui avec son épouse et il y avait une voiture garée un peu devant chez lui. Il est rentré chez lui, il s'est garé, il est allé voir qu'est-ce que faisait la voiture là. Et quand il s'est approché de la voiture, le carreau s'est baissé, il a pris une balle dans la tête. C'est lunaire, tu vois, ça n'existe pas des histoires comme ça en fait. Et donc voilà, donc t'as ça, t'as tous les gens qui ont été harcelés, qui ont été détruits, parce que tu vois, des histoires en off tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres histoires comme la tienne? Ben, moi je pense qu'il y en a beaucoup. Rares sont celles qui arrivent à être médiatisées, parce que les gens, t'en as je pense déjà un certain nombre qui meurent, hein, parce que tu sais qu'en France on a l'impression qu'on est en sécurité, mais t'as énormément de gens qui disparaissent tous les ans. Vraiment, on parle de milliers de personnes par an qui disparaissent. Donc, t'en as qui refont leur vie, mais t'en as qui sont enterrés sous des chaînes. Je pense qu'il y en a qui finissent mal, je pense qu'il y en a beaucoup qui se suicident, et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui abandonnent en fait. Donc, je vais pas vous passer toute l'interview, parce qu'après c'est le contenu banal de Livre Noir. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est pourquoi Mercadal, il passe sur Livre Noir. Je vais vous mettre un deuxième extrait juste après, mais pourquoi Mercadal, il passe sur Livre Noir? Eh ben c'est très simple, il a voulu se faire voir par la presse, il a commencé à communiquer avec la presse de gauche, et la presse de gauche a dit, on est désolé, mais la presse locale n'en parle pas. La presse locale, c'est la presse de Baillet. Et donc, il a fini par se faire remarquer pendant la révolte des paysans, par se faire remarquer parce qu'il a été médiatisé par Papacito, qui, il est pas marqué chez les communistes, Papacito. Je le regarde pas spécialement, j'apprécie pas spécialement, néanmoins, dans cette affaire-là, je ne peux que saluer le courage des 2 hommes. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette vidéo avec Papacito et le mouvement des agriculteurs où lui, Mercadal, va apparaître au salon de l'agriculture en première ligne à repousser les flics et à manger des coups de matraque pacifiquement, que, en fait, son affaire va être rendue visible. Mais sinon, personne ne sera au courant de rien. On l'a quand même envoyé un mec armé pour le descendre. C'est pas anodin. Et donc, renseignez-vous par vous-même sur cette affaire. Moi, je vous passe juste l'extrait sur Baillet qui nous intéresse. Je lance la suite. Est-ce que Jean-Michel Baillet a été plus utile que Alphonse de Poitiers dans l'histoire de France? Je suis pas sûr. Parce que Jean-Michel Baillet, j'ai parlé de ses postes politiques, mais Jean-Michel Baillet, moi je l'appelle affectueusement le pédophile prescrit, parce qu'il y a des clichés un peu coquins qui existent de Jean-Michel Baillet, mais il s'en est sorti parce qu'il y avait prescription. Parce qu'en France, tu peux toucher des gosses et avoir prescription. C'est intéressant. Il a eu des affaires pour avoir tabassé, alors je crois que c'était sa secrétaire, l'avoir forcé à signer une lettre de démission et l'avoir jeté à moitié à poil dans la rue. Il n'a pas été condamné parce qu'en fait, il a fait un accord par avocat avec elle et qui lui a fait un gros chèque. C'est BuzzFeed qui a sorti, on peut le trouver encore sur Internet, qui a sorti cette enquête avec des images de l'accord.
Donc BuzzFeed a été utile une fois dans l'histoire, il faut quand même le signaler. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur Jean-Michel Bailey? Oui, il a été condamné pour recel de biens sociaux. Non, tu vois, c'est un mec intéressant, quoi. C'est vraiment un mec droit. Et sa famille a une histoire de collaboration absolument goldée. C'est-à-dire que le journal La Dépêche, les 2 meilleures années de vente, c'est 42 et 43. En 44, ils sont interdits par le Conseil national de la Résistance, jusqu'en 47. Et après, le meilleur ami de son père, qui après se mettra plus ou moins avec sa mère, va co-présider La Dépêche pendant plus de 10 ans. Et cette personne, c'est qui? C'est René Bousquet, le chef de la police de Vichy, responsable de la RAF du Veldiv, de la RAF de Marseille, dans la cellule de Laval jusqu'à son exécution. Enfin, vraiment une ordure de premier plan, qui était un grand ami de Mitterrand, ce qui fait que la mère de Bailey a financé les campagnes de Mitterrand dès 1974. En 1974, c'était 500 000 francs à l'époque, ça fait quand même énormément d'oseille. Et donc voilà, donc c'est comme ça que quand Mitterrand est élu en 81, qui se retrouve secrétaire d'État 2 fois puis ministre? Jean-Michel Bailey. Oh, le hasard! Je pense que c'est le hasard, à mon avis c'est ça. Et donc ce Bousquet et Mitterrand étaient potes de Francis, qui est ami. D'ailleurs j'invite, s'il y a des curieux parmi les auditeurs, vous pouvez trouver encore sur YouTube une interview de Mitterrand par El Kabbach, et Mitterrand qui était quand même un sacré orateur, c'est la seule interview où vous le verrez bégayer quand on lui parle de Bousquet. Parce qu'on lui sort une photo de lui dans sa résidence privée avec Bousquet à sa table, et là c'est dur de dire qu'il ne le connaît pas. Extrait très intéressant. Du coup, quand on voit qu'on se retrouve avec un Bailey, alors ça je vais y venir dans la prochaine vidéo en particulier, mais juste un exemple TikTok. L'AFP, parmi plus d'une dizaine d'organisations de fact-checking, est rémunérée par TikTok. Dans plusieurs pays d'Asie, d'Océanie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique latine, hispanophone, pour vérifier des vidéos qui contiennent potentiellement des fausses informations. Les vidéos sont supprimées par TikTok si les équipes de l'AFP démontrent que l'information véhiculée est fausse. C'est très intéressant. Imaginons demain, je parle de Jean-Michel Bailey, et je dis oui, Jean-Michel Bailey, il connaissait bien René Bousquet, responsable de la rafle du Veldiv, qui est mort assassiné le 9 juin 93. Et je fais un TikTok sur ce sujet-là. Si je dis qu'il est mort le 9 juin 93 alors qu'il a été tué le 8, en fait, je donne une coquille dans une information qui est vraie. Bousquet a réellement été responsable de la rafle du Veldiv, il a réellement eu des liens avec Bailey, mais je mets une petite coquille. Donc, j'ai une coquille qui est légèrement erronée dans une information de fond qui est vraie à 95%. Et la coquille en elle-même ne fausse pas l'information de fond plus importante qui était les liens entre Bailey et Bousquet. Qu'est-ce qui me garantit que l'AFP va pas supprimer mon TikTok en disant que tout est faux, que j'envoie que des fake news, sous pression de Jean-Benoît Bailey? Jean-Michel Bailey a 3 enfants. Victoria, chargée de la fondation La Dépêche, Jean-Nicolas, nommé directeur délégué de La Dépêche du Midi, puis le directeur général adjoint de la publication en septembre de l'année, et Jean-Benoît, qui copossède l'entreprise Viking Investissement, et ça avec sa mère. Donc, maintenant regardons les financements pour conclure, parce que ça aussi c'est intéressant. Relations financières entre l'État et l'AFP. Le financement public de l'agence repose sur 2 contributions inscrites sur le programme de 180 budgets de l'État et encadrées par des conventions financières annuelles. Les compensations financières au titre de mission d'intérêt général prévues par la loi du 13 janvier 57 portant sur le statut de l'AFP, les abonnements commerciaux de l'État, régis par une convention d'abonnement. Le montant total présenté dans le projet de loi finance initiale pour 2023 reconduit celui des années précédentes, soit 135 millions d'euros, dont 113 au titre de la compensation des missions d'intérêt général et 21 pour le paiement des abonnements commerciaux de l'État. Par une décision du 27 mars 2014, la Commission européenne, ce qui n'est pas anodin, la Commission européenne a conclu à la compatibilité d'une aide existante au bénéfice de l'AFP sous forme d'une compensation d'un service d'intérêt économique général, sous réserve de la mise en place d'un certain nombre de mesures utiles auxquelles les autorités françaises ont répondu. Comme si la Commission européenne était une structure neutre, indépendante des gouvernements, qui n'avait aucun pouvoir, qui les emmerdait pas, enfin, c'est du foutage de gueule quand vous connaissez le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, la Commission européenne qui garantit que c'est neutre, c'est très mauvais signe. Pire encore, vous allez voir qu'elle les finance. Et donc là, on va aller sur le communiqué de presse indicateur au vert en 2021. Communiqué de presse officiel de l'AFP. Donc, les recettes commerciales de l'agence ont progressé de 7,6 millions en 2021, soit 4% par rapport à 2020. Taux de change comparable pour un montant total de 192 millions. Elles ont été portées par 3 axes de développement stratégique, la vidéo, l'investigation et le numérique. Le produit enregistré au titre de la compensation d'État, coût net des missions d'intérêt général, s'est élevé à 117 millions. Les charges d'exploitation
ont pour leur part augmenté de 11 millions par rapport à 2020. Toujours à taux de change comparable pour s'établir à 309 millions. Cette augmentation est liée à la reprise post-pandémie d'une activité éditoriale revenant peu à peu à la normale ainsi qu'à la tenue de l'euro et des JO de Tokyo. Le plan de transformation a contribué à porter ses fruits avec des économies pérennes générées à hauteur de 11 millions d'euros. Au total, le chiffre d'affaires s'établit à 309 millions, en progression de 9 millions. À taux comparable, les résultats d'exploitation et le taux réel s'établit à 8,5 millions en 2021 contre 9 en 2020. Il est de recul de 2,5, le taux de change comparable sous l'effet des progressions des charges, année économique atypique du fait de la pandémie. Donc, le chiffre d'affaires total, c'est 300 millions d'euros si on arrondit. Et sur ces 300 millions d'euros, il y en a déjà officiellement dans les environs de 130 qui viennent de l'État français. Et là, on ne parle que de l'État français, enfin 20 millions d'euros d'abonnement et donc 110 en moyenne, titre d'argent. Donc, l'AFP dépend à au moins un tiers, plus d'un tiers même de son chiffre d'affaires, de l'État français. Et sa gouvernance est composée que de gens en lien avec le pouvoir, dans le pouvoir, qui émettent toutes les dépêches, qui ensuite alimentent tous les médias du pays, qui les copie-collent. Quand c'est pas dans les mains des mecs qui sont payés par les oligarques qui financent les campagnes. Ben voilà, on a maintenant toutes les clés en main pour comprendre que l'AFP n'est pas un média indépendant, c'est la courroie de transmission du pouvoir. Et l'AFP nous a sorti l'AFP factuel, qui est spécialisé dans la désinformation et tout le temps de soin. Mais je vais vous montrer en quoi ça incombe. Parce qu'en plus, la désinformation, quand on voit que c'est ces gens-là, pas eux en particulier dont on va parler, vu que c'est au sens global, mais que c'est Rudi Reichstadt et tout un tas de trucs de lutte contre la désinformation qui ont des financements publics alors qu'ils affirmaient le contraire et qui après sont soutenus par l'AFP, qui détournent le fonds Marianne. Et ce sont ces gens-là qui sont les inquisiteurs de la vérité pour lutter contre les fake news de Donald Trump et tout. Et tous ces gens-là, ils sont à différents degrés, directement ou indirectement. Ils sont en lien avec l'AFP, ils sont financés par l'UE. Quand ils sont pas financés par autre chose, c'est intéressant comme truc. Et ben c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, qui est complémentaire à celle-ci. Et l'AFP est au cœur de tout ce teint de soin. Je vous laisse avec un petit extrait musical qui laisse à penser tout ce qu'on peut penser de bien de tout ça, de l'excellente chaîne de Ganesh. Je vous prends dans la deuxième vidéo pour la désinformation et les vrais inquisiteurs de la vérité. Pensez à vous abonner si vous aimez le contenu et à me donner des sources en commentaire si vous voulez que je parle de quelque chose. La France était sous le choc après le décès de Samuel Paty. Ils ont créé un fonds pour que ce crime reste pas impuni. Et puis 2 ans après, qu'est-ce que quoi qui s'est passé? Eh bah tout le pognon, en fait ils l'ont détourné. Si j'avais le fonds Marianne comme Marlène Schiappa, j'aurais tout plein d'argent qui serait même pas à moi. Si comme Marlène Schiappa, j'avais une enveloppe, je poserais dans Playboy